Cette semaine à Quad Bay, on vous transporte encore une fois dans une région magnifique. Nous sommes toujours dans la région de Fredericton, région 7. On va vous parler des clubs Victoria County, Skedaddle Ridge et aussi River Valley. Reste avec nous, Quad Bay, tout de suite après ceci. Une région qui est riche en histoire et peut-être plus que les autres dont nous avons parlé dans cette émission est celle qui inclut les clubs de VTT Skedaddle Ridge Trails People et Victoria County. Oui, vous avez tout compris, deux clubs qui bornent la vallée Saint-Jean au cœur de tous ses charmes. Vous découvrirez dans la prochaine demi-heure que les plus grands secrets de notre passé ne sont pas toujours associés à un prix extrême. Une simple randonnée en VTT sillonnant l'histoire des fondateurs et premiers colons viendra appuyer ces propos. Écoutez la musique de la nature, le bruit de cette rivière, fantastique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vous permet de vivre à Quad Bay. On vous amène là où vous ne pouvez pas aller autrement qu'en quad ou qu'en VTT ou côte à côte. On a d'excellents invités, on vous fait découvrir ces belles régions. C'est ça à Quad Bay, toute la série qui vous permet de découvrir le Nouveau-Brunswick de l'intérieur et aussi vous faire visiter des trésors cachés, des petits trésors inconnus. Je suis de retour pour l'émission de cette semaine avec, en première partie, Roger Daigle. Roger, c'est encore un plaisir de vous avoir avec nous, président de la Fédération. Merci beaucoup. Là, Roger, on regarde les émissions passées, on nous a fait découvrir de très belles choses, puis c'est pas fini encore parce qu'on est à mi-parcours dans la série. Et puis, ce qu'on découvre cette semaine, c'est formidable, le long de la rivière Saint-Jean. Ces trois clubs-là, Victoria County, Skedaddle Ridge et River Valley. Parlez-nous de ces clubs-là un petit peu, parce que vous connaissez quand même assez bien. On s'en va de meilleur en meilleur. Là, on s'en vient dans une partie de Nouveau-Brunswick qui a beaucoup de rivières, beaucoup de lacs, puis beaucoup de belles places à visiter. Et ces trois clubs ici, les avons. Puis on a jusqu'à un sentier de voie ferrée qui était abandonné. Les clubs ont eu accès à ça. Et là, ce chemin ici était vraiment le chemin pour joindre ces clubs-là ensemble. Oui, c'est ça. Et ces trois clubs-là appartiennent à la région 7, comme on l'a mentionné la semaine dernière. Oui. Une région de 7 clubs, région qui ne dame pas l'hiver, ce qui veut dire qu'il n'entretient pas les sentiers l'hiver, parce que la plupart de ces sentiers-là sont sur des accès de motoneige. Donc, on dit multifonctionnel, multi-usage, mais il reste quand même que l'hiver, le VTT n'a pas accès sur ces sentiers-là. Mais leurs défis ici, comparés aux autres, semblablement les mêmes? Ou? C'est à peu près les mêmes, oui. Mais ici, qu'est-ce qu'on a de plus ici? C'est que ici, c'est beaucoup de partager avec les piétons, avec les bicyclettes. Et puis, il y a même un gars qui a des chiens. Et l'hiver, ils ont un train ailleurs, mais ici, ils ont même une traîne sur des roues. Et puis, ça sert beaucoup des sentiers dans ce coin-ci pour entraîner ces chiens. Ça fait tous les sentiers à travers le Nouveau-Brunswick. On invite le public à s'en servir. Ouais. Ce n'est pas seulement nos sentiers, mais c'est aussi les sentiers du public. C'est ça. C'est ça. Et les gens qui voyagent dans la région de ces trois clubs-là, on nous dit aussi, puis c'est confirmé, c'est une réalité, on parle de l'histoire. Absolument. Depuis le début de la série, Roger, vous l'avez vécu vous aussi, des choses formidables. Là, on nous parle ici de cimetières ou d'emplacements d'épitaphes qui datent aussi loin que les années 1750. On peut découvrir ça en VTT aussi, là. Oui, ici, dans cette région ici, c'est que longtemps passé, dans les 1800, il y avait beaucoup de petits villages, beaucoup de fermes, et puis beaucoup de chemins qui étaient des chemins à chevaux. Oui, c'est ça. C'est ça, on appelle ça des chemins de vaches, des chemins de faux. Oui. En tout cas, et puis ces fermes-là, ou ces vieux bâtiments-là sont encore pas visibles parce qu'ils sont disparus, mais qu'est-ce qui arrivait, c'est quand les personnes mouraient, les personnes étaient enterrées sur leur terre. Sur le terrain même. Sur le terrain même. Et ça a été respecté, quoi? Ça a été respecté. C'est-à-dire, les clubs ont trouvé à des places, puis là, ils marquent avec des plaques exprès, là, pour dire ici, c'était un tel qui restait ici.
Et puis, ils sont ici. Ça fait encore partie de toute l'histoire. C'est ça. Puis ça va être comme ça pour le reste des émissions à venir aussi, Absolument, parce qu'il y a plein d'autres clubs qui nous restent à découvrir, puis il y a toujours cette histoire-là de rattacher à des sentiers ou aux activités de VTT, de quad, qu'on ne peut pas voir autrement. Absolument. On ne peut voir qu'en VTT. C'est ça, absolument, parce qu'il n'y a pas de chemin qui seront là. Ouais. La seule façon de le faire, c'est en VTT. Et puis, la nature, c'est de la forêt, c'est un peu de montagne, un peu de grosses collines. Là, on s'en va, on est sur le bord les montagnes Appalaches, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Ouais, on est direct sur le bord des montagnes Appalaches, qui est très, très corrigera que la continuité ou la connexion avec le mont Carleton, ces régions-là, c'est ça. Hein? Ça s'en vient de là. Les montagnes Appalaches débutent dans le bout de Bathurst. Oui, c'est ça. Puis ça passe à travers de cette région ici, puis ça s'en va bien loin dans le Maine. Avec le mont Caribou et tout ça. Le mont Caribou, c'est ça. Hey Roger, ce qui m'excite dans cette histoire-là, depuis le début qu'on fait les émissions, le premier à apprendre beaucoup de choses, c'est moi. Pour toutes ces régions-là. Et vous aussi, je pense que vous en avez appris beaucoup. Oui. C'est un exercice qui est intéressant parce qu'on voit que d'une région à l'autre, pas juste d'un club à l'autre, d'une région à l'autre, on a des terrains plats, des terrains marécageux. On a parlé de zones protégées par canards illimités. Là, on arrive dans une région ici qui est complètement différente des montagnes où, comme on dit, il n'y a pas beaucoup de trous de boue pour amuser les serpents. Mais c'est intéressant pour les randonnées familles, ça aussi. Absolument, absolument. Et puis, il y a beaucoup d'animaux dans ces sentiers ici. J'ai parlé à plusieurs membres ce matin, là, on jasait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne connaissait pas un gars qui avait un VTT qui n'a pas vu de soit un animal, un ours, des coyotes, beaucoup d'animaux. C'est fantastique, la région. Puis une chose qu'on n'a pas parlé souvent, nous, on en a parlé dans l'autre émission anglophone, mais la camaraderie qu'il y a entre les gens qui font du VTT. On va se taquiner parfois sur la marque du véhicule, mais toutes les marques sont bonnes. C'est ça. Mais il y a cette taquinerie-là et cette camaraderie-là qu'on retrouve dans l'industrie du VTT qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Non, c'est pas quelque chose que tu vas trouver en allant ailleurs. En VTT, il y a beaucoup de monde qui arrête, puis ils se font des lunchs, ils se font Puis ensuite, là, tu arrêtes, puis tu jases avec eux, tu demandes ce que ça devient. Puis ça vient de loin. Il y en a deux qui viennent de loin. Là. Il y en a qui... même, j'ai rencontré 2 semaines passées un couple qui venait de Québec. Puis eux, c'était du VTT, ils prenaient 2 semaines de vacances. Puis c'est ça qu'ils aimaient faire au Québec. Mais là, dernièrement, ils ont dit le Nouveau-Brunswick commence à développer, à devenir développer. Une destination. Puis ils sont venus dans ce coin-ci. Puis ils ont passé 2 semaines en vacances dans ce coin-ci. Voilà. Roger, point de vue touristique, je sais qu'il y a des choses, on ne peut pas toutes les énumérer parce qu'on ne les a pas toutes vues, Non. mais il y en a plusieurs, là, parce que de ce segment-là, des 3 clubs dont on parle, il y a beaucoup d'attractions touristiques. Oui, puis surtout en VTT, vous ne croiriez pas, mon VTT, il y a des places qui est vraiment connues, mais pas beaucoup. En dehors du VTT, on a ici, dans ce coin-ci, on a le Balancing Rock. Ça, c'est un gros caillou de je ne sais pas combien de tonnes qui se balance sur un autre caillou qui est ça, là. Ça fait un ballon, si vous voulez, puis il l'appelle Balancing Rock. C'est vraiment beau à voir. On a aussi le Chimney Rock. Ça, c'est un gros, comment je dirais, là, création naturelle, là. Oui, des créations naturelles qui ont été faites dans les Ice Age, là, dans les années des glaces. C'est ça, oui. Le mouvement de la terre, puis tout ça, là. Oui, puis ce chimney-là, c'est une trentaine de pieds de haut, puis comment ça fait pour rester là, on ne le sait pas. C'est vraiment beau. Là. Et puis aussi, on a de l'histoire, on parlait de l'histoire, mais apparemment, il y a un avion qui a écrasé à une place, puis il l'appelle le monument Airplane, Air Mode, en tout cas. Mais ça, c'est là. C'est là, puis là, les clubs les ont marqués. Puis le club de Skedaddle Ridge a sorti une map. Et puis sur la map, tous ces points-là sont pétillés sur la map. Ça fait, si vous venez dans le coin de Skedaddle Ridge, contactez le club, même si vous voulez aller à d'autres clubs. Contactez la fédération, allez sur le website et tous les clubs sont mentionnés là.
Et c'est ça, sur le site de la Fédération, vous allez dans le coin des clubs, le coin des l'onglet clubs et tout ça. Oui. Vous voyez tous les clubs. Nous, on vous parle des noms des clubs, mais ça va vous indiquer précisément dans quelle région ils sont. Dans quelle région, Vous c'est ça. pouvez aller voir les cartes aussi Oui. qui sont accessibles pour chacune des régions et aussi pour chacun des clubs. C'est ça. Roger, il nous reste quelques minutes pour continuer dans la même lancée qu'on a, à inviter les gens, les touristes aussi, surtout, et les gens des régions voisines à se rendre dans ces 3 régions de clubs-là. On a parlé de Victoria County, Skedaddle Ridge et River Valley. C'est ça. Et puis moi, j'aimerais... Il y a du monde qui ne font pas de VTT, puis ils vont voir le voisin sortir avec le VTT à tous les week-ends, puis ils vont se demander, ils ont-ils bien du fun? Bon, ben vous avez seulement à regarder cette émission, puis vous allez voir, oui, vous manquez quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, parce que le but de l'émission, c'est ça, c'est de faire connaître les 56 clubs. 56 clubs à travers la clubs province. à travers la province qui appartiennent, qui sont gérés chapeautés par la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick, qui, lui, tout de suite après la pause, on va parler du fonctionnement de la Fédération. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient l'argent, le financement de tout ça? Puis, on va en parler avec notre directeur général, Jacques Poirier. Oui. Mais Roger, bon, c'est tout pour cette émission-ci, pour cette semaine. Okay. Mais vous allez être de retour avec nous pour d'autres émissions à venir. Et puis, bien sûr, faire la promotion, continuer à faire la promotion de cette belle activité qui apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Alors, Roger Daigle, merci, président de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick. On se retrouve tout de suite après la pause avec Jacques Poirier, directeur général de la Fédération. Saviez-vous qu'en frais de chiffre, il en coûte pour 56 clubs de VTT au Nouveau-Brunswick 164 000 $ par année en administration de clubs, 114 $ pour entretenir 1 km de sentier, 128 $ pour damer 1 km de sentier, entre 900 et 10 000 $ pour bâtir 1 km de sentier, 1 000 $ par pied linéaire pour bâtir un pont, 113 000 $ pour posséder une dameuse, 405 000 $ pour le damage des sentiers l'hiver pour les 36 clubs d'hiver et 100 000 $ par année pour l'entretien des refuges. Le club River Valley met un terme à notre visite de la région 7 de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick. Comme les autres 6 clubs de cette région, le club River Valley ne dame pas de sentiers l'hiver. Mais attention, ces kilomètres d'été vous transportent vers des endroits inédits. Du côté de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick, nous vous permettons d'en découvrir plus sur son fonctionnement, sa gestion, la provenance de ses fonds, son personnel en place et bien sûr, souligner la fierté d'une progression en constante croissance. Comme promis, nous voici de retour pour cette deuxième portion de Quad NB. Et puis, comme promis aussi, on s'entretient avec le directeur général de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick. Vous voyez le FVTTNB, ce sont les initiales. Jacques Poirier, merci d'être là. Mais là, on s'est déplacé autour des bureaux de la Fédération qui sont situés d'abord où? Dans la région de Fredericton, la ville de Fredericton, juste en dehors de Fredericton. On se trouve à 1925 rue Henwell. Bon. Jacques, la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick, bon, le 20e anniversaire qui s'en vient, on commence à planifier. Tout ça a débuté comment? Eh bien, c'est des clubs qui étaient déjà existants un peu partout dans la province. À ce moment-là, je pense qu'il y en existait 4 qui faisaient des travaux quelconques avec ça. Et puis, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il pour avoir des accès à certains terrains publics, comme les terres de la couronne ou les chemins du département de transport, là, ils ont décidé de se joindre ensemble, discuter de quelle façon ils pourraient organiser quelque chose au niveau provincial. Et puis, à ce moment-là, ils ont fini par réaliser ce qu'ils voulaient. Et puis, en décembre 10 1998, c'est là que l'incorporation de la fédération s'est faite. Et puis, les fédérations, depuis ce jour, existent. Bon. Quand on regarde tout ça comme il faut, la fédération, elle est pas nécessairement subventionnée, je ne peux pas utiliser ce terme-là, mais c'est un ministère qui vous gère au même titre que d'autres groupes? C'est essentiellement, c'est un acte, ce qu'on appelle l'acte des véhicules hors route, qui va dicter, ou pas, je ne devrais pas dire dicter, mais qui nous gère un certain financement. On peut aller chercher ce financement-là à travers l'immatriculation des VTT.
Fait que chaque VTT qui est immatriculé au Nouveau-Brunswick, il y a 25 qui est mis dans un fonds. Ce fonds-là est géré par le ministère des Ressources naturelles. Qu'on appelle le fonds en fiducie. C'est ça. OK. Et puis, les gens, bon, dans les années précédentes qui viennent de passer, ont eu la surprise de voir maintenant sur le renouvellement, voit la différence, la répartition, on parle de 41 pour les frais d'enregistrement, 16 va à la province et 25 va à la fédération comme telle. Donc, que vous soyez membre d'un club ou pas, cette somme-là va directement dans ce fonds de fiducie-là. C'est ça, oui. Et c'est ce frais-là existe depuis 2002. L'acte des véhicules hors route a été modifié en 2002 et à ce moment-là, c'est là que les frais ont augmenté, qui inclut le 25 Auparavant, c'était 16 Et puis, depuis l'année passée, le ministère voulait s'assurer qu'il soit transparent. C'est pour ça que maintenant, sur l'immatriculation, quand on reçoit la feuille comme telle, là, ça dit exactement qu'est-ce que l'argent va pour, 16 comme tu as dit au gouvernement, 25 au fonds de fiducie. Bon, ce fonds de fiducie-là, vous recevez les sommes une fois par année. À quel rythme? Non, nous, on applique 2 fois par année. Ça va selon le nombre de VTT immatriculés, ce qui nous donne un certain montant d'argent. Moi, je dois, à ce moment-là, soumettre un plan de dépenses au ministère des Ressources naturelles qui doit être approuvé. Et puis, si c'est approuvé, essentiellement, le fonds est déboursé à la fédération. Il y a une partie qui demeure à la fédération pour les frais administratifs. Et l'autre portion, qui est la plus grosse portion, va au club. Puis, au club, c'est pour faire du développement de sentiers. Donc, 4 différentes catégories, soit la construction ou l'entretien, soit l'achat d'équipements, soit l'achat des enseignes, ou bien pour faire des ponts, ce qu'on appelle des abris, toutes sortes de genres. Alors, on a remarqué, Jacques, dans les émissions précédentes qu'on a tournées et que les gens ont regardées, on voit que ce qu'on appelle les refuges, ou communément les shelters, les clubs prennent une fierté à qui est le plus beau, qui est le plus moderne et le plus pratique. Donc, c'est intéressant de découvrir ça, de retrouver ça dans les clubs. C'est une belle compétition saine, quoi. Oui, oui. Ah, ça, c'est certain. Les clubs qui sont très aptes à se développer vont vouloir mettre leur fierté dans le développement qu'ils font. Et puis, il y a plusieurs clubs, comme que tu as mentionné, qui sont à ce point-là, qui veulent développer. Ouais. Et puis, en faisant des refuges ou même des aires de repos, même des infrastructures comme les ponts, il y a des clubs qui sont très fiers, puis ils démontrent. Puis, en faisant ainsi, c'est ces clubs qu'on voit qu'il y a beaucoup de membres qui vont se joindre à ce club-là, puis ça aide le club à se développer et entretenir leur système de santé qu'ils ont. Puis on a vu sur des images aussi qu'il y a des gens qui sont bien organisés. Moi, j'appelle ça des structures ou des infrastructures artisanales. Vous avez parlé de ponts aussi, ponts couverts. On trouve la façon de bien décorer ça pour que ça soit attirant aussi pour le visiteur. Quoi. Oui, oui. Oui, c'est comme certains, les clubs, ce qu'il y en a plusieurs qui font, c'est de développer un système de sentier qui va aller à un point repère qui est très attrayant pour ceux qui vont faire du VTT. Fait que c'est pas seulement l'infrastructure comme un pont couvert. Oui, il y a plusieurs clubs qui ont des ponts couverts et puis c'est très beau. On a même fait une randonnée en fin de semaine, puis on a traversé sur quelques ponts couverts du club. Et puis c'est pour démontrer qu'est-ce qu'ils ont dans leur région, des points d'attraction qui vont inciter les gens à aller voir ces sites d'attraction-là. Le fonctionnement, le personnel de la Fédération, vous avez 5 employés à temps plein, chacun a sa tâche spécifique et tout ça. Donc, expliquez-nous un petit peu ce fonctionnement-là du personnel. Eh bien, là, on a, comme tu as dit, 5 employés. J'ai un employé spécifiquement qui s'occupe des permis de sentier. C'est ça, principalement, son emploi. C'est de travailler avec les clubs, les entrées dans une base de données, qu'est-ce qui rentre au bureau. J'ai un employé qui travaille avec les clubs spécifiquement pour les demandes de sentiers, ce qui veut dire quand les clubs font une demande, soit au ministère des Terres à Couronne ou au ministère du Tourisme, du Transport. Ouais. Et aussi pour aider ces clubs quand ils font contact avec la municipalité. J'ai un employé qui fait du développement avec les clubs, spécifiquement pour travailler avec les clubs, à les aider à s'organiser, à préparer un budget, à regarder qu'est-ce qu'ils peuvent développer dans le futur, dans les proches futurs, ainsi de suite. Puis pas seulement ça, c'est faire les contacts aussi avec les municipalités et autres.
Et puis j'ai un autre employé qui m'aide dans mes fonctions administratives. Cette personne-là s'occupe du site web, du Facebook et aussi pour des communiqués de presse qu'on fait, ainsi de suite. Et puis moi, comme tel, comme directeur général, je m'organise pour garder à tout, que tout le bon fonctionnement se fait. Et pas seulement ça, j'ai plusieurs autres tâches que je travaille dessus. De mon côté, c'est plus pour faire le lien entre nous autres et la Fédération et le gouvernement. Oui, c'est ça. Et vous êtes aussi président d'une association réputée là, canadienne. Oui, l'automne passé, j'ai été élu comme le président du côté national qui représente le VTT. Ça fait que c'est le Conseil canadien du Quad. Ça fait que je suis sur mon premier terme. Bon. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Belle expérience, j'en suis convaincu. Jacques, la fédération, c'est beaucoup plus que gérer des clubs, c'est aussi l'éducation, oui. Marketing, tout ça. Cette émission est un parfait exemple pour sensibiliser les gens à ce qui se passe autour du VTT ou du quad, je devrais dire. Mais il y a aussi des cours de conduite qui se donnent, parce qu'il y a certaines réglementations là, qui concernent tout ça. Oui, éventuellement, depuis 2002, si les parents donnent le droit à leurs enfants de conduire un VTT, ils doivent avoir suivi un cours en formation de VTT avant de pouvoir conduire le VTT. Fait que nous autres, depuis 2002, on offre le cours. Spécifiquement, il y a eu des changements depuis, que là, présentement, le parent doit avoir suivi le cours aussi. Fait que si le jeune fait une manœuvre qu'il ne devrait pas faire, le parent pourrait le corriger afin d'éviter des accidents. Fait que nous autres, ce qu'on travaille, c'est avec, encore une fois, avec le Conseil canadien du Quad, qu'eux, ils ont un curriculum vitae qui s'appelle l'Institut de la sécurité en Quad au Canada. Fait que c'est un curriculum qui a été préparé, qui a été vérifié pour s'assurer que les techniques qu'on leur remonte, c'est des bonnes techniques pour s'assurer qu'ils vont faire moins d'accidents. On ne dit pas que ça va prévenir des accidents, mais ça, au moins, ça les met des meilleurs conducteurs puis qui savent qu'est-ce qu'ils font. C'est ça. Ouais. Jacques, il nous reste 30 secondes. Bon, la Fédération travaille fort. On l'a vu au cours des émissions précédentes et on va le voir encore à venir. Tout le monde veut voir la Fédération en 2020 avec le sentier, le réseau provincial. J'imagine que c'est la même chose pour vous, là. Oui, oui, c'est certain. Nous, notre vision, c'est d'avoir un sentier sécure qui va faire le lien entre club à club. Ouais. Et puis, c'est ça notre intention. Et puis, les clubs commencent à réaliser que c'est ça qu'ils doivent faire. Et puis, on voit des bons développements dans plusieurs clubs qui essaient au moins de joindre club à club. Il y a encore des petites accrochages cités là. C'est pas dû au club, c'est plutôt dû à l'accès au terrain, et ainsi de suite, qu'on travaille avec le gouvernement pour réussir à avoir ces liens-là. Et le membership est toujours en croissance. Jacques Poirier, merci beaucoup, directeur général de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick. On vous revient la semaine prochaine. On se déplace à Miramichi. Merci. Bonjour. Voici les conseils de conduite de la semaine avec Jacques Poirier. Descendre une colline et ou traverser une pente. Quand vous descendez une colline, vous devez garder les deux pieds plantés fermement sur les repose-pieds, pointer le véhicule vers le bas de la pente, transférer votre poids vers l'arrière du VTT, passer à une basse vitesse et descendre sans toucher l'accélérateur. Appliquez les freins pour réduire la vitesse. Traverser une pente. Traverser une pente n'est pas si facile que ce peut en avoir l'air. Faites attention de ne pas traverser une pente là où le terrain est glissant ou accidenté. Suivez les suggestions de base suivantes. Gardez les deux pieds plantés fermement sur le repose-pied. Penchez-vous vers le haut de la pente. Vous pouvez mettre du poids sur le repose-pied pointant vers le bas de la pente pour accroître la traction, mais surtout, penchez le haut du corps vers le haut de la pente et pointez la direction légèrement vers le haut de la pente. Quand vous roulez sur du terrain mou, tournez légèrement vos roues vers le haut de la pente pour maintenir le cap en ligne droite et traverser la pente. Si le VTT se met à basculer, tournez le guidon vers le bas de la pente si le terrain le permet. Si le terrain ne permet pas cette manœuvre, descendez immédiatement du VTT du côté du haut de la pente. C'était le conseil de conduite de la semaine. Soyez prudents.